Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Chapitre 1 de Plus malin que le diable. Ma première rencontre avec Andrew Carnegie. Depuis plus d'un quart de siècle, mon objectif majeur a été d'isoler et d'organiser selon une philosophie de la réussite les causes de l'échec autant que du succès, afin de venir en aide à ceux qui n'ont ni l'inclinaison ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. Mon travail a commencé en 1908 à la suite d'un entretien que j'ai eu avec Andrew Carnegie. J'ai dit franchement à M. Carnegie que je souhaitais entrer à l'école de droit et que j'avais conçu l'idée de financer mon chemin vers une carrière juridique en interviewant des hommes et des femmes couronnés de succès. Je désirais savoir comment ils étaient parvenus à de telles réussites afin d'écrire les récits de mes découvertes pour divers magazines. À la fin de notre première interview, M. Carnegie me demanda si je possédais suffisamment de courage pour m'acquitter d'une proposition qu'il souhaitait me faire. Je répliquai que le courage était à peu de près tout ce que je possédais et que j'étais prêt à faire de mon mieux pour m'acquitter de toute proposition qu'il aurait soin de me soumettre. Il dit alors: votre idée d'écrire des histoires à propos d'hommes et de femmes qui ont réussi est louable en soi. Et je n'ai aucunement l'intention d'essayer de vous décourager. Mais je me dois de vous dire que si vous souhaitez rendre un service durable, non seulement pour nos contemporains, mais aussi pour la postérité, il ne pourra en être ainsi qu'à condition que vous preniez la peine d'analyser toutes les causes de l'échec aussi bien que celles du succès. Des millions de gens dans le monde n'ont pas la plus mince conception des raisons du succès et de l'échec. Les écoles et les collèges enseignent pratiquement tout, excepté les principes du succès individuel. Ils exigent des jeunes que les jeunes passent près de 4 à 8 ans à acquérir des connaissances abstraites, mais ne leur enseignent pas comment utiliser cette connaissance une fois qu'ils l'ont obtenue. Le monde a besoin d'une philosophie du succès pratique, intelligible et conçue à partir de connaissances factuelles, acquises grâce à l'expérience d'hommes et de femmes dans la grande université de la vie. Dans le vaste champ de la philosophie, je ne trouve rien qui ressemble de près ou de loin à ce que j'ai à l'esprit. Nous ne disposons en ce bas monde que d'une poignée de philosophes capables d'enseigner aux hommes et aux femmes l'art de vivre. Il me semble que nous avons ici une opportunité que je devrais constituer un défi intéressant pour un jeune homme ambitieux. Mais l'ambition ne suffit pas pour la tâche que je vous propose. Celui qui l'entreprend doit avoir du courage et de la ténacité. Ce travail nécessitera au moins 20 ans d'efforts continus, durant lesquels celui qui l'entreprendra devra subvenir à ses propres moyens en trouvant d'autres sources de revenus, car ce genre de recherche n'est jamais rentable au début. Généralement,
Ceux qui ont apporté leur contribution à notre civilisation à travers des travaux de cette nature ont dû attendre une centaine d'années ou plus après leur propre funérailles avant de recevoir de la reconnaissance pour leur accomplissement. Si vous entreprenez ce travail, vous devrez vous entretenir non seulement avec le petit nombre de ceux qui ont réussi, mais aussi avec tous ceux qui ont échoué. Vous devrez alors analyser avec soin les milliers de gens qui sont considérés comme des ratés, et par le terme de ratés, je vais parler des hommes et des femmes qui ont atteint le dernier chapitre de leur vie. Dessus de ne pas avoir réalisé le but qui les tenait à cœur. Aussi contradictoire que cela puisse sembler, vous apprendrez davantage comment réussir auprès des ratés qu'auprès des personnes dites prospères. Les premiers vous enseigneront en effet ce qu'il ne faut pas faire. Vers la fin de votre entreprise, si votre tâche est couronnée de succès, vous ferez une découverte qui pourrait bien vous surprendre. Vous découvrirez que la cause du succès n'est pas dissociable de l'homme lui-même. Il s'agit d'une force intangible de la nature que la majorité des hommes ne reconnaît jamais. Une force qui pourrait être proprement appelée l'autre soi. Il est intéressant de noter que ce autre soi n'exerce son influence qu'en de très rares occasions. Il ne se fait connaître qu'en cas de force majeure. Quand, devant l'adversité, aux prises avec des défaites temporaires, les hommes sont forcés de changer leurs habitudes et de réfléchir aux moyens de se sortir d'une situation difficile. Mon expérience m'a appris qu'un homme n'est jamais si près du succès que lorsque ce qu'il appelle l'échec est sur le point de le rattraper. Ce n'est que dans des circonstances de cet ordre qu'il est forcé de réfléchir. S'il pense avec précision et persévérance, il découvre alors que ce que l'on appelle si facilement un échec n'est en fait rien de plus qu'un signal qui lui indique qu'il doit se réarmer d'un nouvel objectif ou d'un nouveau plan. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. S'ils avaient eu le courage d'avancer d'un pas supplémentaire, ils auraient découvert leur erreur. Les véritables erreurs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. Commencer une nouvelle vie. Le discours de M. Carnegie changea définitivement ma vie et suscita chez moi un désir ardent qui m'a sans cesse animé depuis. Et ce, malgré le fait que je n'avais rien d'autre qu'une vague idée de ce qu'il entendait par autre soi. Durant mon travail de recherche sur les raisons de l'échec et du succès, j'ai eu le privilège d'analyser le cas de plus de 25 000 hommes et femmes considérés comme des ratés et plus de 500 que l'ordre des choses avait classés comme prospères. De longues années plus tôt que j'ai eu un avant-goût de cet autre soi, mentionné par M. Carnegie. La découverte vint, comme il l'avait prédit, à la suite de deux tournants majeurs de ma vie qui se présentèrent comme des cas d'urgence. Ces situations inconfortables me forcèrent alors à réfléchir pour trouver une issue à des difficultés que je n'avais jamais expérimentées jusqu'alors. J'aurais préféré pouvoir décrire cette découverte en me passant de l'usage du pronom personnel, mais cela s'est avéré impossible, car tout ceci
m'est venue au cours d'expériences personnelles qui sont difficilement dissociables de ma propre personne. Pour pouvoir vous dépeindre un tableau complet, j'aurai besoin de revenir sur le premier de ces deux tournants majeurs et ainsi vous guider pas à pas vers cette découverte. Les recherches nécessaires pour la compilation des données, desquelles découlent les 17 principes du succès et les 30 causes de l'échec, exigent des années de travail. J'aurais alors atteint la conclusion erronée que ma tâche visait à concevoir une philosophie complète du succès individuel était terminée. Loin d'être mûr, le fruit de mon travail venait tout juste d'éclore. J'avais élaboré le squelette d'une philosophie en mettant en place les principes de la réussite et de l'échec. Mais ce squelette devait être habillé par la chair de l'expérience et la mise en pratique de ces concepts. Pour couronner le tout, ce squelette devait recevoir une âme grâce à laquelle il pourrait inspirer les hommes et les femmes à faire face à leurs obstacles et non à les contourner. L'âme qui lui faisait défaut, comme je devais le découvrir plus tard, ne se manifesta qu'après l'apparition de mon autre soi à la suite de deux tournants singuliers de mon existence. Résolu à tourner mon attention et mes talents vers des gains financiers dans le monde des affaires et les circuits professionnels, je décidai à faire de mon entrée sur le marché de la publicité. Je deviens alors responsable de la communication de l'extension de l'université de La Salle de Chicago. Tout s'est déroulé merveilleusement durant une année, à la fin de laquelle je fus saisi d'une violente aversion pour mon travail avant de démissionner. J'entrai ensuite dans le marché des franchises avec l'ancien président de l'extension de l'université de La Salle et devint alors président de la confiserie Betsy Ross. Malheureusement, de multiples désaccords avec mes associés me désengagèrent de cette entreprise. Le démon de la publicité coulait toujours dans mes veines. Et j'essayais une fois de plus de l'exprimer en montant une école spécialisée dans la publicité et la vente qui occupait alors une branche de l'université de Bryant et de Stockton. Notre aventure voguait tranquillement et nous faisions beaucoup d'argent rapidement quand les États-Unis d'Amérique entrèrent sur la scène de la Première Guerre mondiale. Pour répondre à une urgence intérieure qu'aucun mot ne pourrait décrire, je m'éloigna de l'école et entra au service du gouvernement des États-Unis sous les ordres personnels du président Woodrow Wilson, laissant une entreprise parfaitement rodée se désagréger. Le jour de l'armistice de 1918, je commençais la publication du magazine The Golden Rule, la règle d'or. Malgré le fait que je ne possédais pas un centime de capital, le magazine grandit rapidement et connut en très peu de temps une diffusion nationale de près d'un demi-million d'exemplaires, clôturant sa première année d'exercice avec un profit net de 3 156 $. Quelques années plus tard, j'appris d'un éditeur expérimenté dans la publication et la distribution de magazines nationaux qu'aucun de ses semblables ne se risquerait à démarrer un tel magazine avec moins d'1 million de $. Le magazine The Golden Rule et moi étions destinés à nous séparer. Plus nous réussissions, plus mon insatisfaction augmentait. Finalement, à la suite d'une accumulation de petites ennuis insignifiants causés par mes associés, je fis cadeau du magazine à ces derniers et quittai l'aventure. Avec ce geste, je suis probablement passé à côté d'une petite fortune. Ensuite, j'ai mis sur pied un institut spécialisé dans la vente. Mon premier contrat avait pour objectif de former une armée de 3000 personnes pour le compte d'une chaîne de magasins franchisés. Je percevais 10 $ pour chaque vendeur qui suivait mes cours. 6 mois de travail me permirent d'engranger un peu plus de 30 000 $
Un beau succès financier qui venait couronner abondamment mes efforts. Et pourtant, plus le temps passait, plus je ressentais un profond sentiment d'anxiété. Je n'étais pas heureux. Chaque jour, il devenait de plus en plus évident qu'aucune somme d'argent ne m'apporterait le bonheur. Sans l'ombre d'une excuse raisonnable pour mes actions, j'abandonnais une affaire dont j'aurais pu facilement tirer un salaire confortable. Mes amis et mes associés pensaient que j'étais fou et ils ne s'en cachaient pas. Franchement, j'étais enclin à partager leur avis, mais il me semblait que je ne pouvais rien y faire. Je recherchais le bonheur et je ne l'avais toujours pas trouvé. Du moins, c'est la seule explication que je pouvais offrir pour justifier mes actions inhabituelles. Quel homme peut prétendre se connaître vraiment? À la fin de l'automne 1923, je me suis retrouvé coincé à Columbus dans l'Ohio, sans argent et puis encore sans l'ombre d'un plan sur lequel travailler pour me tailler une porte de sortie. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais enlisé dans ce type de situation par manque de moyens. Auparavant, en de nombreuses occasions, j'avais trouvé suffisamment d'argent sans en avoir à en rougir. Et jamais, jusqu'alors, je n'avais échoué à subvenir à mes besoins personnels. L'expérience me dévasta. Je me sentais totalement désarmé quant à ce que je devais faire ou ne pas faire. J'ai réfléchi à une douzaine de plans grâce auxquels je pourrais résoudre mes problèmes, mais je les éliminais les uns après les autres car ils étaient idéalistes ou tout simplement infaisables. Je me sentais comme perdu dans la jungle sans boussole. Chacune de mes tentatives pour sortir de ce talisman me ramenait à mon point de départ. Durant près de 2 mois, je souffris de la peur des affections humaines, l'indécision. Je connaissais les 17 principes de la réussite personnelle, mais ce que j'ignorais, c'était la façon de les appliquer. Sans le savoir, j'étais en train d'affronter une de ces urgences de la vie durant lesquelles, comme me l'avait raconté M. Carnegie, certains hommes découvrent parfois leur auto-soi. Ma détresse était si grande qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit de m'asseoir pour en analyser la cause, ni de chercher quelques remèdes. La pire des affections humaines, l'indécision. La défaite se change en victoire. Un après-midi, je pris une décision qui me permit de trouver une issue à mes difficultés. J'eus la sensation que je devais partir à la campagne où je pourrais respirer l'air frais des grands espaces et penser. J'avais commencé à marcher et j'avais parcouru près de 9 à 10 km quand soudain je me sentis contraint de m'arrêter. Durant plusieurs minutes, je restais là, comme si j'avais été cloué sur place. Autour de moi, tout était devenu sombre. Je pouvais entendre le son puissant de quelques formes d'énergie qui vivraient à une très haute fréquence. Puis mes nerfs se calmèrent, mes muscles se relâchèrent et une grande sérénité m'envahit. L'obscurité commença à se dissiper et à cet instant, j'ai reçu un ordre intérieur qui me vint sous la forme d'une pensée. C'est la description la plus proche de ce que j'ai vécu. L'ordre était si clair et si distinct qu'il était difficile de ne pas le comprendre. En substance, il disait, le temps est venu pour toi d'achever la philosophie du succès que tu as commencé sur la suggestion de Carnegie. Rentre immédiatement chez toi et apprête-toi à transférer les données que tu as réunies dans ton esprit en une série de manuscrits. Mon autre soi s'était réveillé. Pendant quelques minutes, je fus effrayé. L'expérience était incomparable avec tout ce que j'avais vécu auparavant. Je tournais les talons et rentrais rapidement chez moi. Alors que j'approchais de la maison, je vis mes 3 petits garçons lorgnés par une de mes fenêtres,
nos jeunes voisins en train de dresser un sapin de Noël près de la porte d'entrée. À ce moment-là, je me suis souvenu que nous étions le soir du réveillon. De plus, je pris conscience avec un sentiment de profonde détresse que nous n'aurions pas de sapin de Noël cette année. Les petites mines dessus de mes enfants me rappelèrent douloureusement ce fait. Je me rendis dans mon bureau, m'assis devant ma machine, à écrire et commençais sur le champ à coucher sur le papier les découvertes que j'avais faites sur les causes de la réussite et de l'échec. Alors que je disposais la première feuille de papier sur la machine, je fus interrompu par ce même sentiment étrange qui m'avait parcouru dans la campagne quelques heures auparavant, et cette pensée traversa mon esprit tel un éclair. Ta mission dans la vie est de terminer la première philosophie au monde du succès individuel. Tu as essayé en vain d'échapper à ton devoir. Chaque effort t'a conduit à l'échec. Tu recherches le bonheur, alors apprends cette leçon une bonne fois pour toutes. Tu ne trouveras ton bonheur qu'en aidant les autres à l'obtenir. Tu as été un étudiant obstiné. Tu ne pouvais être guéri de ton entêtement que par le biais de la déception. D'ici quelques années, le monde connaîtra une expérience qui placera des millions de gens dans le besoin de la philosophie qui t'a été confiée de concevoir. D'ici là, se présentera à toi une grande opportunité de trouver le bonheur en rendant un service utile. Retourne au travail et ne t'arrête pas à moins d'avoir terminé et publié les manuscrits que tu as commencés. J'étais conscient d'être enfin arrivé au pied de l'arc-en-ciel de la vie et j'étais heureux. C'était Tendrebeoka Joseph de Où investit son argent. Et les amis, nous allons continuer le chapitre 1 dans la prochaine vidéo. Le doute fait son apparition. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Merci.